Alors bonjour, aujourd'hui on va commencer la révision de la chimie avec les deux premières leçons, les réactions lentes et rapides et la vitesse volumique de la réaction. Au début on va voir un petit résumé, donc résumé sur les facteurs cinétiques, vitesse volumique de réaction. Alors les facteurs cinétiques, définition. Un facteur cinétique est une grandeur qui influe sur la vitesse des transformations chimiques. Par exemple la température. La température c'est un facteur cinétique. Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la transformation est rapide. Et inversement, plus la température du milieu est basse, plus la transformation est lente. Exemple, on refroidit brutalement certains milieux réactionnels pour arrêter, et bien sûr le terme arrêter c'est entre guillemets, on ne peut jamais arrêter une réaction chimique. Donc pour arrêter certaines transformations, on réalise ainsi ce qu'on appelle une trempe. Deuxième facteur cinétique, la concentration initiale des réactifs. Alors plus les concentrations initiales des réactifs sont élevées, plus la transformation est rapide. Bien sûr, et inversement, plus les concentrations des réactifs sont basses, plus la transformation est lente. Après, on va voir la vitesse volumique de réaction. Alors la vitesse volumique de réaction, elle est définie comme étant V égale 1 sur Vs dx sur dt. Avec V, c'est la vitesse volumique de la réaction. Dans le système international des unités, la vitesse volumique de réaction s'exprime en mol mètre moins 3 secondes moins 1. Vs, c'est le volume du mélange réactionnel ou le volume de la solution en mètres cubes. Dx, la variation de l'avancement. Dt, c'est la durée de cette variation. Et dx sur dt, c'est la dérivée de x par rapport à t. Et bien sûr, l'unité de la vitesse volumique en système international, c'est le mol mètre moins 3 secondes moins 1. Mais fréquemment, le volume Vs est exprimé en litres et la vitesse de réaction est alors exprimée en mol litre moins 1 seconde moins 1. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, si la transformation est lente ou très lente, la durée peut être exprimée en minutes ou en heures. Et la vitesse de réaction est alors exprimée en mol litre moins 1, minute moins 1 ou mol litre moins 1, heure moins 1. Donc en unité internationale, la vitesse volumique s'exprime en mol mètre moins 3 secondes moins 1. Mais il y a d'autres unités plus pratiques comme le mol litre moins 1 seconde moins 1 ou mol litre moins 1 minute moins 1 ou encore mol moins 1, mol pardon, litre moins 1 heure moins 1. Alors ça c'est pour la définition. V égale 1 sur Vs dx sur dt. Alors comment on calcule la vitesse volumique d'une réaction à l'instant t? Détermination de la vitesse volumique de la réaction. Donc à partir du graphe représentant les variations de l'avancement x en fonction du temps t, graphiquement, la valeur des rapports dx sur dt, la dérivée de x par rapport à t, est égale au coefficient directeur k de la tangente à la courbe x fonction de t à la date choisie. Alors pour calculer la vitesse volumique à un instant t, à partir des graphes x fonction de t, il faut calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant t. Et on sait mathématiquement que la tangente à la courbe à l'instant t, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Alors la valeur des rapports dx sur dt est égale au coefficient directeur k de la tangente à la courbe x en fonction de t à la date t choisie. On calcule la valeur de k graphiquement, donc on calcule le coefficient directeur en prenant deux points, bien sûr deux points appartenant à la tangente. Par exemple ce premier point, ce deuxième point. Et le coefficient directeur de la tangente, on va appeler k. Donc k c'est la dérivée de, c'est la variation de x par rapport à t. C'est la variation de x que divise la variation de t, dx sur dt. Sur dt. En prenant deux points de la tangente, par exemple x2 moins x1 sur t2 moins t1, on calcule le coefficient directeur et par la suite on divise ce coefficient directeur par le volume Vs de la solution. Donc on calcule la valeur de k graphiquement et on divise cette valeur par la valeur de Vs, le volume de la solution. Ça c'est dans le cas où on a le graphe x fonction de t, mais en général pour avoir d'autres graphes, par exemple la concentration en fonction de t, ou la pression en fonction de t, ou la conductivité en fonction de t. Alors dans ce cas,
Il faut tout d'abord exprimer l'avancement x en fonction de la grandeur donnée, soit la concentration, la pression ou la conductivité, pardon, et essayer d'exprimer la vitesse volumique en fonction de cette grandeur. C'est ce qu'on va voir après dans un exercice d'application. Alors, troisièmement, l'évolution de la vitesse de réaction au cours des temps. Donc, au cours des temps, les réactifs disparaissent, donc leur concentration diminue. Or, nous avons déjà vu que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Donc, plus la concentration des réactifs est faible, plus la réaction elle est lente. Donc, la vitesse de réaction diminue au cours des temps. Alors, toujours, la vitesse de réaction est diminue progressivement au cours des temps à cause de la diminution de la concentration des réactifs. Avec une remarque, la vitesse de réaction elle est toujours maximale à l'instant t égale à 0. Donc, à t égale à 0, la vitesse elle est maximale. Et elle s'annule à la fin de la réaction. Donc, toujours, il faut se souvenir que la vitesse de réaction elle est maximale à l'instant t égale à 0. Elle s'annule à la fin de la réaction. Et au cours du temps, elle diminue progressivement à cause de la diminution de la concentration des réactifs. Donc, en 3, le temps de demi-réaction. Définition. Le temps de demi-réaction T1,5 est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de sa valeur finale. Donc, à T égale à T1,5, on a X qui est égal à X final sur 2. Donc, c'est ça la définition du temps de demi-réaction. Alors, remarque, si la transformation est totale, l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Donc, pour déterminer la valeur de temps de demi-réaction T1,5, on calcule tout d'abord l'avancement maximal X max à partir des réactifs limitants, dans le tableau d'avancement bien sûr. On déduit X à l'instant T1,5 qui est égal à X max sur 2. Après avoir calculé X à l'instant T1,5, on rapporte cette valeur dans le graphe et on projette sur la courbe pour obtenir le temps correspondant qui sera T1,2 égal à T1,2. Donc c'est ça la méthode graphique pour la détermination de temps de demi-réaction T1,2. Donc, dernier paragraphe, les méthodes utilisées pour suivre une transformation chimique. Alors, pour suivre une transformation chimique, on a soit des méthodes chimiques ou des méthodes physiques. Méthode chimique, donc en général, on utilise ce qu'on appelle le titrage ou le dosage. On prend des échantillons à partir des mélanges réactionnels à des instants T différents et on dose ces échantillons pour déterminer l'avancement X de la réaction à chaque instant T. C'est la méthode chimique. Pour la méthode physique, donc il y a plusieurs méthodes. Donc on va voir quelques-unes. Voici quelques-unes de ces méthodes. Donc soit par conductimétrie, donc on peut suivre une réaction par conductimétrie si le milieu réactionnel contient des ions. Donc pour la mesure de conductimétrie ou de la conductance, on l'utilise en général si on a des ions dans le milieu réactionnel. pH-métrie pour les milieux réactionnels contenant des ions H3, des ions oxonium H3O+. Donc si on a des ions H3O+, dans le milieu réactionnel, on peut utiliser la méthode de pH-métrie. En mesurant le pH, on peut déduire la concentration de H3O+, et par la suite déduire l'avancement X à chaque instant T. Mesure de volume ou de pression, donc cette dernière méthode, on l'utilise en général lorsqu'on a un gaz qui est mis en jeu dans la réaction. Donc soit un gaz qui se forme ou qui réagit. Dans ce cas, on peut utiliser la mesure de volume ou de pression. Alors ce sont les différentes méthodes qu'on utilise pour suivre une réaction chimique. Ces méthodes diffèrent selon la nature du milieu réactionnel. Ça c'est un petit résumé sur les deux premières leçons. On va passer maintenant à un petit exercice. Alors, pour suivre la cinétique de la réaction totale entre le métal de cuivre Cu et les ions de fer 3, Fe3+, à une température de 25 degrés Celsius, on introduit à l'instant t égale à 0 un morceau de cuivre de masse petit m égale à 1,27 g dans un volume Vs égale à 100 ml d'une solution aqueuse de chlorure de fer 3, Fe3+, 3Cl-, de concentration C égale 10-1 mol par litre. On donne les couples oxred, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Cu, et la masse molaire de Cu qui est égale à 63,5 g par mol. La première question, écrire les demi-équations électroniques et établir l'équation bilan de la réaction. Alors, c'est une réaction d'oxydoréduction.
Alors, toujours pour écrire l'équation bilan ou l'équation globale, on commence par écrire les demi-équations. Alors pour les demi-équations, pour le premier couple Fe3 plus Fe2 plus, alors pour l'écriture, on commence toujours par les réactifs, on les écrit à gauche. Donc on a Fe3 plus un électron qui donne Fe2 plus. Alors bien sûr, le Fe3 plus ici, il joue le rôle d'un oxydant. Il gagne un électron pour se transformer en ion Fer2 Fe2 plus. Pour le deuxième couple Cu plus Cu, le cuivre Cu est oxydé en ion Cu2 plus. Donc Cu se transforme en Cu2 plus 2 électrons. Donc, ce sont les deux demi-équations électroniques. Alors la première demi-équation, le nombre des électrons échangés, c'est 1. Dans la deuxième équation, le nombre des électrons échangés est 2. Donc avant de sommer les deux demi-équations, on va équilibrer le nombre des électrons échangés en multipliant la première demi-équation par 2. Donc l'équation bilan de la réaction, c'est 2 fois Fe3 plus Cu qui donne 2 fois Fe2 plus Cu2 plus. Et bien sûr, on a écrit l'équation avec une seule flèche, puisque dans les données, on a dit qu'il s'agit d'une réaction totale. Donc, il s'agit d'une réaction totale, donc on va l'écrire avec une flèche dans un seul sens. Et dans ce cas, on aura x final égale à x max. Alors, pour la deuxième question, calculer les quantités de matière initiale de chaque réactif, puis dresser le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant. Alors, on commence par calculer les quantités de matière initiale de chaque réactif. Alors, pour les ions Fe2+, on a une solution de chlorure de fer 3, de concentration molaire C et de volume Vs. La concentration des ions Fe3+, c'est C. On rappelle que la concentration d'un ion dans une solution, c'est C. C'est égal au coefficient de cet ion. Donc là, on a pour Fe3+, le coefficient c'est 1. Donc 1 fois C, c'est C. Remarque pour les ions Cl-, normalement la concentration des ions Cl-, c'est 3C. Pour les ions Cl-, c'est 3C. Donc attention, pour les ions Cl-, la concentration c'est 3C. Pour les ions Fe3+, la concentration c'est C. Donc la quantité de matière des ions Fe3+, c'est C fois Vs. Avec Vs 100 ml, donc on va le convertir en litres. Et C c'est 10 moins 1. Donc la quantité de matière initiale de Fe3+, c'est C fois Vs, 10 moins 1. Vs 100 ml, on va le convertir en litres, c'est 0,1. Ça fait 10 moins 2 mol. Pour la quantité de matière initiale, la deuxième réactif qui est le cuivre, Cu, donc c'est un métal, donc c'est un solide. La quantité de matière initiale, c'est la masse sur la masse molaire. Avec la masse, c'est 1,27 et la masse molaire, c'est 63,5. Donc la quantité de matière initiale, c'est 1,27 sur 63,5, ça fait 2 10 moins 2 mol. Alors ce sont les quantités de matière initiale des deux réactifs Fe3+, et Cu. Après, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction avec les trois étapes. Donc état initial, état intermédiaire, état final. Donc tableau d'avancement classique. Sur l'état final, on a mis ici X max puisqu'on a dit qu'il s'agit d'une réaction totale. Alors ensuite, on nous demande de déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal X max. Alors pour déterminer le réactif limitant, donc toujours la même méthode. La première hypothèse, on va supposer que Fe3+ est le réactif limitant. Donc si Fe3+ est le réactif limitant, donc N final de Fe3+ égale à 0. Ça veut dire que N0 de Fe3+ moins 2X max est égal à 0. Donc X max égale N0 de Fe3+ sur 2, qui donne X max égale à 5,3 mol. Deuxième hypothèse, suppose que le Cu qui est le réactif limitant, donc sa quantité matière à l'état final elle est nulle. Donc N0 de Cu moins X max égale à 0, soit X max égale à N0 de Cu qui est égal à 2 10 moins 2 mol. Et bien sûr, donc en comparant les deux valeurs de X max, on a X max égale à 5 10 moins 3, X max égale 2 10 moins 2, donc le réactif limitant c'est Fe3+, et X max égale 5 10 moins 3 mol. Donc on va prendre la plus petite valeur de X max, 5 10 moins 3 mol, et Fe3+ est le réactif limitant. Donc pour la quatrième question,
calculer, pardon, la troisième question, pardon. Le suivi de la transformation a permis de tracer la courbe de variation de la concentration molaire des ions Fe2+, en fonction des temps représentés sur le graphe ci-contre. Question. Exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de la dérivée de la concentration des ions Fe2+ sur dt. Alors, on va commencer par la définition de la vitesse volumique. La vitesse volumique, on la définit comme étant V égale 1 sur Vs dx sur dt. Alors, dans l'exercice, on a la courbe qui représente les variations de la concentration des ions Fe2+ en fonction de t. Alors, pour calculer la vitesse volumique, il faut tout d'abord exprimer cette vitesse en fonction de la concentration des ions Fe2+. Alors, on a la concentration des ions Fe2+ égale la quantité de matière, pardon, c'est pas N0, c'est N de Fe2+, pardon. C'est N de Fe2+ sur Vs. D'après le tableau d'avancement, on a N de Fe2+ à l'instant t égale 2x. Donc la consommation de Fe2+ à l'instant t, c'est 2x. Donc la concentration de Fe2+ est égale 2x sur Vs. D'où x égale, l'avancement x égale Vs sur 2 fois la concentration de Fe2+. Donc c'est ça c'est ça l'avancement x en fonction de la concentration des ions Fe2+. Donc la dérivée de x par rapport à t égale. Alors on a le terme Vs sur 2 est constante, on va la sortir de la dérivée. Donc dx sur dt égale Vs sur 2, la dérivée de Fe2+ sur d, la concentration de Fe2+ sur dt. Donc la vitesse volumique égale, en multipliant cette relation avec 1 sur Vs, on obtient V égale 1 demi la dérivée de la concentration des ions Fe2+ sur dt. Donc c'est ça l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de la dérivée de la concentration des ions Fe2+ par rapport au temps. Pour la quatrième question, calculer la vitesse volumique de la réaction aux instants t0 égale à 0 et t1 égale à 20 minutes. Comment évoluer cette vitesse au cours du temps? Interpréter cette évolution. Alors, on a démontré que la vitesse de la réaction égale à 1 demi la dérivée de Fe2+ sur dt. Donc, la dérivée de Fe2+ sur dt, graphiquement, représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant t. Donc, on commence par l'instant t égale à 0. T0 égale à 0. On va calculer la dérivée de Fe2+ sur dt à l'instant 0. La dérivée de Fe2+ sur dt à l'instant 0 qui représente le coefficient directeur à l'instant t0 égale à 0. On va appeler ce coefficient directeur K0. Donc K0, c'est la dérivée de Fe2+ sur dt à l'instant t0 égale à 0 égale delta Fe2+ sur delta t. Donc on va prendre deux points de la première tangente, la tangente à t égale à 0. Le premier point, c'est l'origine. On va prendre l'origine. On va prendre le deuxième point, celui-ci. Toujours, on cherche des points remarquables pour faciliter les calculs. Alors, le coefficient directeur de cette tangente, ce sera égal à 0,07 moins 0 sur 15 moins 0. Alors, le premier point, ses coordonnées sont 0, 0. Le deuxième pour 1. Et la coordonnée, 15 et 0,07. Donc le coefficient directeur c'est 0,07 moins 0 sur 15 moins 0. Attention, il faut prendre des points qui appartiennent à la tangente. Alors on a dit que K0 égale 0,07 moins 0 divisé par 15 moins 0, ça fait 4,67 10 moins 3 mol, lettre moins 1, minute moins 1. Donc la courbe est dans la concentration en fonction de T avec T en minutes. Donc la vitesse volumique, comme on l'a déjà démontré, c'est 1 demi fois le coefficient directeur. Donc c'est V0 égale 1 demi fois K0. Ça fait 2,33 10 moins 3 mol, litre moins 1, minute moins 1. On peut aussi l'exprimer en mol, litre moins 1, seconde moins 1, en division par 60 pour convertir minute en seconde. Donc en division par 60, on obtient V0 égale 3,88 10 moins 5 mol, litre moins 1, seconde moins 1. Donc c'est la vitesse volumique à l'instant T0 égale à 0. Pour la vitesse volumique à l'instant T1 égale à 20 minutes. Donc de la même façon, on va calculer le coefficient directeur
K1 qui représente la dérivée de la concentration de f de plus sur dt à l'instant t1. On va prendre 2 points de la deuxième tangente. Donc on va prendre ce premier point, pardon, avec celui-ci. Ok. Le premier point, il a pour abscisse 20, il a pour ordonnée 0,06. Deuxième point, pour abscisse 30 et pour ordonnée 0,08. Donc le coefficient des réacteurs c'est 0,08 moins 0,06 que divise 30 moins 20. Donc le coefficient des réacteurs K1 égale 0,08 moins 0,06 que divise 30 moins 20. Ça fait 2 10 moins 3 mol litre moins 1 minute moins 1. Et de la même façon, on calcule la vitesse à cet instant. Donc V1 égale 1 demi fois le coefficient des réacteurs. Donc 1 demi fois K1. Ça fait 10 moins 3 mol litre moins 1 minute moins 1. Et on peut la convertir en mol litre moins 1 seconde moins 1 en division par 60. Ça fait 1,67 10 moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors ce sont les deux vitesses volumiques à l'instant T0 égale à 0 et à l'instant T1 égale 20 minutes. Pour la... Pardon, on n'a pas encore fini la quatrième question. Alors, comment évolue cette vitesse au cours du temps? Interpréter cette évolution. Alors, en comparant les deux valeurs de V1 et de V0, on remarque que V1 elle est inférieure à V0. Donc, la vitesse volumique elle diminue au cours du temps à cause, bien sûr, de la diminution de la concentration des réactifs. On a déjà vu dans le résumé de cours que la concentration des réactifs c'est un facteur cinétique. Donc, avec le temps, la concentration des réactifs diminue et la vitesse volumique diminue. Donc, on a V0 supérieur à V1, donc la vitesse volumique diminue au cours du temps à cause de la diminution de la concentration des réactifs, puisque la concentration des réactifs c'est un facteur cinétique qui influe sur la vitesse de réaction. Alors question 5, pour la question 5, déterminer la valeur de temps de demi-réaction T1,5. Alors on a défini le temps de demi-réaction T1,5 comme étant la durée nécessaire pour que l'avancement x atteint la moitié de sa valeur finale ou de sa valeur maximale, si la réaction est totale. Le graphe qu'on a ici représente les variations de la concentration de Fe de plus en fonction de T. Alors pour calculer, pour déterminer la valeur de T1,5, il faut tout d'abord calculer la concentration des ions Fe de plus à l'instant T1,5. Donc on va calculer tout d'abord la concentration des ions Fe de plus à l'instant T1,5. Donc on a à l'instant T1,5 la concentration des ions Fe de plus égale. Donc la concentration c'est 2 fois l'avancement x sur Vs. Donc d'après le tableau d'avancement, on a à chaque instant t. Donc on revient au tableau d'avancement, pardon. La quantité matière de Fe de plus c'est 2x. Donc à l'instant T1,5, la quantité matière c'est 2 fois x1,5. Donc la concentration c'est 2 fois x1,5 sur Vs. Donc à l'instant T1,5, la concentration de Fe de plus égale 2 fois x1,5 sur Vs. Donc la concentration de Fe de plus à l'instant T1,5 égale. Donc on sait que x à l'instant T1,5 c'est x max sur 2. On a ici x max sur 2 puisque la réaction elle est totale. Donc x max sur 2. Le 2 simplifie, bien sûr, donc on simplifie avec le 2. Donc la concentration des ions Fe de plus à l'instant T1,5 c'est x max sur V. On calcule cette valeur et on trouve que Fe de plus à l'instant T1,5 c'est 0,05 mol. Pour x max, on l'a déjà déterminé, bien sûr, donc c'est 5 10 moins 3, je crois. Oui, 5 10 moins 3 sur le volume Vs qui est égal à 0,1. Donc ça fait une concentration égale 0,05 mol par litre. Donc après avoir calculé la concentration des ions Fe de plus à l'instant T1,5, on va utiliser le graphe pour déterminer l'instant T1,5. Donc Fe de plus égale 0,05, c'est ce point, pardon. On projette cette fois-ci sur la courbe. Donc en projetant sur la courbe, ok, on obtient l'instant T1,5 qui est égal à 15 minutes. Donc graphiquement, T1,5 égale 15 minutes. La sixième question. Alors, c'est un QCM, répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. Alors, la première proposition. Le temps de demi-réaction
diminue lorsque la température augmente. Alors, lorsque la température augmente, on a dit pardon, que la vitesse de réaction augmente, puisque la température c'est un facteur cinétique. Plus la température augmente, plus la vitesse de réaction augmente. Donc le temps de demi-réaction va diminuer. Donc la proposition A, elle est vraie. Donc c'est une proposition qui est vraie. Donc le temps de demi-réaction diminue lorsque la température augmente. Donc lorsque la température augmente, la réaction devient plus rapide. Donc le temps de demi-réaction, elle est petit. La proposition B, la vitesse volumique de la réaction augmente lorsque la concentration des produits augmente. Alors, ici, la proposition, elle est fausse. Pourquoi? Tout simplement parce que la concentration des produits n'est pas un facteur cinétique. Ce qui influe sur la vitesse de réaction, c'est la concentration des réactifs. Ce n'est pas la concentration des produits. Donc attention. Donc la vitesse volumique de la réaction augmente lorsque la concentration des produits augmente. Cette proposition, elle est fausse. La correction normalement, donc il fallait dire que la vitesse volumique de la réaction augmente lorsque la concentration des réactifs augmente. Alors dans ce cas, ce sera une proposition qui est vraie. Mais avec cette proposition, la concentration des produits augmente. C'est une proposition qui est fausse. La concentration des produits n'est pas un facteur cinétique. C'est plutôt la concentration des réactifs qui est un facteur cinétique. La proposition C. La réaction étudiée peut être suivie par mesure de pression. Alors si on revient à l'équation de la réaction, pardon, entre les ions Fe3+, et le métal de Cu, on remarque que dans le milieu réactionnel, il y a absence des gaz. On a Fe2+, pardon, Fe3+, Fe2+, C2+, qui sont que Cu solide. Donc on n'a pas des gaz. Donc on ne peut pas suivre cette réaction chimique par mesure de pression. Pour suivre une réaction chimique avec une mesure de pression, il faut que dans le mélange réactionnel, il y a présence d'un gaz, soit un gaz qui réagit ou qui se forme. Il faut qu'un gaz soit mis en jeu dans la réaction. Ce qui n'est pas le cas dans notre réaction étudiée. Donc la proposition, elle est fausse. Donc c'est faux puisqu'on n'a pas de gaz dans le milieu réactionnel. Donc on ne peut pas suivre cette réaction avec mesure de pression. La dernière proposition, la vitesse volumique de réaction est maximale à l'instant t égale à 0. Oui, c'est vrai. Donc toujours au début de la réaction, la vitesse elle est maximale et elle diminue progressivement jusqu'à ce qu'elle s'annule à la fin de la réaction. Donc on a ici deux propositions justes, la proposition A et la proposition D. Pour B et C, il s'agit des propositions qui sont fausses. Pour la dernière question, la réaction étudiée elle peut être suivie par conductimétrie. Oui, c'est vrai, puisqu'on a présent des ions dans le milieu réactionnel. Alors, montrer que la vitesse volumique de la réaction à l'instant t peut s'écrire sous la forme V égale A, dérivée de sigma sur dt, avec sigma la conductivité des mélanges à l'instant t, et A une constante dont on détermine l'expression. Alors, on va démontrer que la vitesse volumique s'écrit en fonction de la dérivée de sigma par rapport à t sous la forme V égale grand A, la dérivée de sigma sur dt. Alors, on va commencer par établir l'expression de la conductivité sigma des mélanges à l'instant t. Alors, on sait que sigma égale somme des lambda i fois la concentration des xi. Alors, on a ici, dans le mélange réactionnel, 4 ions. Les ions Fe3+, Fe2+, Ce2+, et Cl-. Surtout, ne pas oublier les ions Cl- qui sont des ions spectateurs, mais il intervient dans l'expression de sigma. Donc attention, il faut tenir compte de la concentration des ions Cl- dans l'expression de sigma. Donc dans le mélange réactionnel, on a 4 ions Fe2+, Fe3+, Ce2+, et Cl-. Donc on va écrire l'expression de la concentration de chaque ion à l'instant t. Alors, avec la concentration des ions Fe2+, d'après le tableau d'avancement, c'est N0 de Fe2+, moins 2x sur Vs. N0 qui est égal à C fois Vs, moins 2x sur Vs. Alors, on a ici Vs simplifié, donc il reste C moins 2x sur Vs. Donc, c'est l'expression de la concentration des ions Fe3+ à l'instant t. Pour les ions Fe2+, toujours d'après le tableau d'avancement, Fe2+, c'est la quantité matière de Fe2+ sur Vs. D'après le tableau d'avancement à l'instant t, la quantité matière de Fe2+, c'est 2x.
divisé par Vs. Pour les ions Ce2+, la quantité matière sur Vs, la quantité matière à l'instant T, c'est X sur Vs. Pour les ions Cl-, les ions Cl- ce sont des ions spectateurs. Leur quantité de matière ne varie pas au cours de la réaction. Donc la concentration des ions Cl-, c'est la quantité de matière initiale des ions Cl- sur Vs, égale la concentration des ions Cl- fois Vs. Et on a dit que la concentration des ions Cl- c'est 3C. Parce que la solution initiale, pardon, on a une solution initiale de Fe3 plus 3Cl-. Donc la concentration des ions Cl- c'est 3C. Donc leur quantité de matière c'est 3C fois Vs divisé par Vs. Donc c'est 3C. Alors ce sont les expressions des concentrations des différents ions à l'instant T. Donc on va remplacer dans l'expression du sigma. Donc sigma égale. Donc lambda de Fe3 plus fois la concentration de Fe3 plus qui est égal à C moins 2x sur Vs. Lambda de Fe2 plus fois la concentration de Fe2 plus c'est 2x sur Vs. Lambda de Cl- fois la concentration de Cl- qui est égal à 3C. Lambda de Ce2+, fois la concentration de Ce2+, qui est égale à X sur Vs. Alors on va factoriser ici par X, facteur de 2 fois lambda de Fe2+, sur Vs, plus lambda de Ce2+, sur Vs, moins 2 lambda de Fe3+, sur Vs. Pardon, Ce2+. Plus, et donc il reste C facteur de 3 fois lambda Cl-, plus lambda de Fe3+. Donc sigma, il peut s'écrire sur la forme. On va poser ce premier terme. On va le petit a. Et deuxième terme, on va le noter petit b. Donc on pose a égale ce terme. 2 fois lambda de Fe2+, plus lambda de Ce2+, moins 2 fois lambda de Fe3+, sur Vs. Et petit b qui est égal c facteur de lambda de Fe3+, pardon, plus 3 fois lambda de Cl-. Donc sigma peut s'écrire sur la forme ax plus b. Donc la dérivée de sigma par rapport à t égale, donc on a la dérivée du premier terme a, c'est constante, donc c'est a dx sur dt. La dérivée du deuxième terme b, c'est constante, donc c'est 0. Donc dx sur dt égale 1 sur a, la dérivée de sigma sur dt. D'où la vitesse volumique qui est égale 1 sur vs dx sur dt, implique que v égale, en remplaçant dx sur dt par son expression, donc on obtient 1 sur vs fois a, la dérivée de sigma sur dt. On va poser ce terme 1 sur vs fois petit a égale à grand A, 1 sur vs fois a qui est égal 1 sur 2 fois lambda de Fe2+, plus lambda de Ce2+, moins 2 fois lambda de Fe3+. Donc 1 sur vs fois a, le vs simplifie, donc le terme sera renversé, donc c'est 1 sur 2 fois ce terme. Donc grand A égale ce terme, donc la vitesse volumique peut s'écrire sous la forme grand A, la dérivée de sigma sur dt. Ainsi se termine cette première partie concernant la révision de la chimie. On se retrouve dans d'autres parties de la révision de la chimie. Merci de votre attention et à bientôt.